Bonjour, c'est Kevin de Barista Academy, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet de comment ouvrir un coffee shop. Pour ça, je te propose d'aller à la rencontre de Thomas qui est un barista installé sur Lyon et qui vient d'ouvrir son deuxième établissement. Donc au programme de cette vidéo, ça va être des retours d'expérience, ça va être des conseils et également une attaque de chat. Mais juste avant d'aller le rencontrer, je te propose trois choses. La première des choses, c'est de faire partie de mes contacts. Pour ça, tu as un lien directement dans la description de la vidéo YouTube. Comme ça, je vais pouvoir t'envoyer par mail des conseils, des astuces pour ouvrir un coffee shop, pour devenir barista ou également si tu es un amateur de café. La deuxième des choses, c'est directement de t'abonner, de nous suivre sur Instagram. Tu as également le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et puis en troisième, simplement, c'est de t'abonner à ta chaîne pour pouvoir être notifié de toutes les prochaines vidéos sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Voilà, tout est dit. On perd plus de temps directement. On va aller voir Thomas. C'est parti. Nous voici en présence de Thomas dans son deuxième shop, le Puzzle Café situé à Lyon. Thomas, merci d'avoir accepté cette interview. Je t'en prie. Donc dans cette interview, on va vous parler un petit peu de l'expérience de Thomas sur comment ouvrir un coffee shop, parce que là tu en es à ton deuxième coffee ouvert sur Lyon. Ouais. Donc pas mal d'expériences à partager avec vous, donc je vais te laisser, je vais te donner la parole. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases sur qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans le café en tant que barista et d'ouvrir un coffee shop? Tiens, je te passe la sucette. Yes, je te remercie. Donc c'est Thomas, donc moi j'ai 29 ans. Je suis devenu barista un petit peu par hasard, admettons. C'est que je suis parti en Australie en 3e année de licence. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai découvert le vrai café. D'accord. J'y ai pas bossé, mais je buvais déjà beaucoup de café à la base, grâce à Nespresso. Faut pas en avoir honte. Et donc une fois là-bas, à chaque fois que j'allais dans un café, je trouvais que le café était bon. D'accord. Était en tout cas meilleur qu'en France. Ok, c'était un café espresso ou café... C'était aussi bien espresso que café avec du lait. Ok. Et là-bas, par exemple, j'ai pris des lattés, des flat white, mais je ne savais pas ce que c'était. Ouais. Parce que nous, à l'époque, en France, c'était il y a 6 ans. Non, c'était il y a 7 ans. Ouais, c'était pas encore démocratisé. Cette dénomination de boisson n'existait pas. Ok. Nous, on disait café crème, petit crème, des choses comme ça. Mais par contre... Il y a la mascotte qui va s'incruster. Ouais, c'est Oslo. Alors, comme il va. Et donc, ça n'existait pas. Mais toujours est-il que je prenais des espressos et aussi bien des cafés avec du lait. Ouais. Et tous étaient plus ou moins de bonne qualité. Ok. Et je me suis dit, parce que j'y ai passé 3 mois, je me suis dit, mais pourquoi le café est bon là-bas et pourquoi en France c'est pas ça? Ou du moins, pourquoi moi je le trouve pas bon en France et pourquoi je le trouvais bon là? Parce que tu étais habitué au café de comptoir, au café de bar. Au café de bar, ouais. Au café de bar, parce que déjà à l'époque, il existait déjà des salons de thé. Ouais. Mais le café n'était pas mis en valeur. Ok. Et parce que c'était notre type de café, notre type de grain, notre type de torréfaction, on mettait pas vraiment en avant le café. Ouais. On mettait plus en avant le lieu, l'atmosphère. Alors que là-bas en Australie, c'était vraiment le café. Et donc j'ai découvert ça, je suis rentré en France et pile à ce moment-là, donc moi je cherchais un job en mi-temps et Moxa, la boîte à café, dans les pentes de Croix-Rousse, venait d'ouvrir et j'ai cherché quelqu'un, j'ai postulé, j'aurais parlé de ma passion pour le café, voyage en Australie, blablabla, et ils m'ont dit vas-y go, on te forme. Ouais. Du coup j'ai commencé à bosser directement chez eux et puis ils m'ont formé sur le tas. Et après donc j'ai bossé un an et demi chez eux, en mi-temps et en full-time. Et après j'ai continué mes études. Ouais. Et je bossais, donc c'était à Paris. Et donc je bossais à la fois dans un café à Paris et puis je faisais mes études. D'accord, donc une grosse expérience en tant que barista
Donc autant en Australie, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu l'Australie, c'est un petit peu. C'est un peu la Mecque du café. Voilà, c'est un peu la Mais Mecque du café. c'est aussi le fantasme absolu, sachant qu'il y a des mecs du café à Berlin. À Berlin, il y a des cafés incroyables. Dans les pays nordiques, à Copenhague, c'est génial. Londres, il y a plein de trucs cool. Mais c'est vrai que l'Australie, on voit ça comme l'Eldorado du café. Parce qu'effectivement, ils ont énormément d'avance sur les Européens à faire du bon café, à acheter des bons grains verts, à bien torréfier le café, à bien en extraire le café. Mais après, il n'y a pas que là-bas. Ouais. Mais c'est vrai que l'Australie, c'est un pays cool, donc on a envie d'y aller, et puis on découvre le café. Ouais, c'est quand même sympa, l'Australie. C'est pas dégueu. Il y a pire. Il y a pire comme destination. Ouais. Mais c'est pas le seul continent, pays à faire du bon café. Ok. Donc, alors je te reprends la sucette. Juste avant d'aller plus loin, donc, alors déjà, parce que j'ai préparé toutes mes questions, bien sûr. Donc, ça, on a fait. Donc, comment tu en es venu à être barista, ok. Donc, pourquoi parce que là, on est dans ton deuxième coffee. Donc, tu as deux cafés, deux coffee shops sur Lyon, donc le Puzzle 1 et le Puzzle 2. Donc, déjà, pourquoi avoir choisi le Puzzle? Pourquoi le nom le Puzzle? Le Puzzle, ça vient d'un épisode de How I Met Your Mother. Ouais. Et dans un de ces épisodes, je ne sais plus quelle saison c'est, mais toujours est-il qu'ils disent à un moment donné, we should buy a bar. On devrait acheter un bar. Barney et Ted discutent sur leur canapé. Et ils disent, mais ouais, carrément. Et ils disent, mais comment on l'appellerait? On l'appellerait Puzzle. Okay. Et pourquoi Puzzle? That's a puzzle. Voilà, parce que puzzle en anglais, tu peux aussi avoir la traduction en mode énigme. D'accord. Puzzle, okay. Un peu énigme. Et c'est resté. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas spécialement drôle comme passage, mais c'est resté. Et c'est le truc qui a marqué, qui a fait que. Ouais, je me suis dit, vas-y, si un jour j'ouvre un truc, je l'appellerai Puzzle. Puzzle Café, ça marche. Et ce qui est rigolo, c'est que donc, j'ai un frère jumeau qui est chef cuistot. Et lorsque je lui ai émis l'idée de mon ouverture et que j'allais l'appeler Puzzle, il me fait, mais t'es chiant, parce que moi, si j'ai aussi le projet d'ouvrir un resto, j'aimerais bien l'appeler Puzzle. D'accord. Okay. Tu vois, c'est quelque chose qui est resté. Il n'y a pas de sens véritablement, mais c'est resté. Ouais, le nom t'a attiré, t'as dit. Ouais, et puis après, en termes de c'est facile en français et en anglais, ça marche. Ouais. C'est facile à dire, c'est facile à réduire, à retenir. Donc bon, c'était un bon nom de shop. Ok. Ce qui était plus délicat, tu vois, lorsque j'ai ouvert, c'était de trouver un autre nom. Parce que, étant donné que ce nom, je l'avais trouvé depuis un moment, je me suis dit, je peux pas rester sur cette idée, tu vois. Ça se trouve, je vais dans le mur. Et donc, ce qui était difficile, c'est de trouver autre chose. Et au final, Puzzle est resté. D'accord. Des fois, c'est la première intuition, la première idée est la bonne. On essaie de chercher pas mal de trucs. Et puis, en fait, on se dit, finalement, c'est pas si finalement, je reste avec ça, tu vois. Si j'ai pensé à ça au début, pourquoi pas changer? Pourquoi changer? C'est le premier truc qui t'est venu, ouais. Donc, juste avant d'aller plus loin également, donc, on avait parlé un petit peu avant de faire cette interview et tu m'avais apporté des précisions qui étaient assez intéressantes. C'était sur qu'est-ce qu'un coffee shop réellement. En fait, quand on dit coffee shop, qu'est-ce qu'on sous-entend? Et je sais qu'en fonction des personnes que tu peux avoir en face de toi, ça peut sous-entendre des choses qui peuvent être complètement différentes. Est-ce que toi, ta définition d'un coffee shop, qu'est-ce que ça va être? Différente et similaire en même temps. C'est que Starbucks, qui est le tout premier coffee shop à avoir été créé, donc c'est un coffee shop. Par contre, Starbucks et Puzzle Café, par exemple, c'est très différent. Mais Puzzle Café est considéré aussi comme un coffee shop. Donc là, nous, on se pose la question, est-ce que c'est véritablement la même chose? Est-ce qu'on propose le même service? Est-ce qu'on propose les mêmes cafés? Est-ce qu'on propose le même degré d'exigence? Bon voilà, ça c'est les interrogations qu'on se pose. Et après, on peut répondre à ces questions. Est-ce qu'un coffee shop comme Puzzle ou comme la boîte à café ou comme le Slake, admettons, est-ce que c'est similaire à Starbucks? Non, ça l'est pas. Pourquoi? Parce que nous, les coffee shops, on va dire de la nouvelle vague du café, parce qu'il y a souvent ce terme qui apparaît aussi, c'est la third wave par rapport au café. On sélectionne des cafés qu'on appelle des specialty coffee. D'accord. Le specialty coffee, en fait, c'est tous les cafés qui sont sélectionnés et qui sont notés par des gars qui s'appellent les Q-graders. Ouais. Donc ça, c'est des personnes qui passent des diplômes et qui sont considérées comme ayant le meilleur palais possible pour juger les cafés. C'est des genres d'œnologues du genre, plus ou moins. Ouais, un petit peu. Et donc ces gars font un scoring. Et le specialty coffee, c'est quand ton café dépasse les 80 sur un scoring de 100. Okay. Donc nous, on va dire les specialty coffee shop,
Tu vois, là, déjà, il y a une différence. Donc, on est censé travailler que des cafés de spécialité. Que du café, des specialty coffee. Donc, des cafés qui dépassent un fameux scoring. D'accord. Si en soi, on est un coffee shop, mais on n'utilise pas des cafés de spécialité, eh ben, on sort de cette niche de specialty coffee shop. D'accord, donc c'est vraiment une niche à l'intérieur du marché terme coffee shop. C'est ça. Que dans un coffee shop, dans la dénomination coffee shop, tu peux avoir plusieurs types de coffee shop en fonction de Exactement. Où tu te Ouais. C'est que Starbucks est un coffee shop, Puzzle Café est un coffee shop, Starbucks ne fait pas de café de spécialité, Ouais, Puzzle Café fait du café de spécialité. d'accord. Et après, on a un petit peu la même façon de voir les choses en termes de service, c'est-à-dire qu'on passe la commande au bar, Ouais. donc nous on l'amène, ce qui est un peu différent, mais bon, ça se rapproche. Et après, on essaie de proposer une expérience qui est assez cool. Les personnes viennent passer un bon moment. On crée une atmosphère cosy, quelque chose de sympa, un peu comme à la maison. Ouais. Et bon, Starbucks le fait aussi. Donc voilà, on a beaucoup de similarités là-dessus. Et aussi sur l'offre sucrée-salée. Parce qu'un coffee shop, comme on l'entend, bon, il y a des pâtisseries, Ouais. anglo-saxonnes ou pas d'ailleurs. Mhm. On a un petit offre salée, Ouais. ou non. Et donc voilà, Starbucks le fait aussi. Après, il y a aussi une autre typologie dans cette niche de coffee shop et de specialty coffee shop. Ça serait juste les espresso bars. Espresso bar, on va dire un peu de viennoiserie, Ouais. mais que du café. Ok. Voilà. Toujours dans du café de spécialité. Toujours dans du café de Ça spécialité. n'a rien à voir avec le café de comptoir qu'on peut avoir dans un bar avec également des viennoiseries. Bah, traditionnellement, si. Ouais. Mais après, on l'adapte en proposant du bon café. D'accord. C'est-à-dire que c'est le niveau au-dessus du café de comptoir que Ouais. tu pourrais avoir. Ouais, on peut dire ça. Donc ça c'est super important parce que bon, les abonnés qui nous regardent sur la chaîne, quelqu'un qui veut lancer son coffee shop doit prendre ça en compte par rapport éventuellement à la surface qu'il va devoir prendre pour son coffee, par rapport, comme on en avait parlé, éventuellement pas l'ameublement mais la machinerie, quelle machine il va prendre, quel moulin il va prendre, en fonction du type de café qu'il veut ouvrir, coffee shop. Il faut vraiment que la personne puisse avoir une idée vraiment concrète de ce qu'elle veut faire au final pour pouvoir élaborer son projet. Et pour être pertinent. Et pour être pertinent. Parce qu'effectivement, si la personne ne sait pas vers quel on va dire, secteur de marché aller, est-ce que je vais le faire le specialty? Est-ce que je vais faire quelque chose d'un petit peu mainstream, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais de moyen, même si c'est pas négatif, de faire beaucoup de choses, mais pas faire les choses très poussées. D'avoir, on va dire, une offre plus large. Très large. Voilà, en termes de gamme, une gamme très large, peu profonde ou pas. Ou alors, je vais faire un specialty coffee pur, donc une offre assez réduite, une gamme réduite, mais par contre très poussée. D'accord. Et donc, suite à ce raisonnement-là, effectivement, le choix du local, l'aménagement, les machines, moulins et machines à café, ça va être très important. C'est que si on veut faire quelque chose de pointu, il va falloir penser à vraiment investir. D'avoir du matos vraiment de qualitatif également. Voilà, du matos qualitatif pour pouvoir faire un bon café. Parce que il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de bonne ferme, il n'y a pas de bon grain, il n'y a pas de bon importateur, de bon torréfacteur, de bon barista et de bonnes machines. C'est un ensemble de tout ça. Tout à fait. C'est que s'il y a chaque chose, il y a un truc qui pète, il y a un couac, et ben le dernier maillon de la chaîne, le barista, il va pas pouvoir sortir un super café. C'est qu'il a beau avoir les meilleurs cafés, les meilleurs grains du monde, avoir des compétences qui sont ce qu'elles sont, plutôt bonnes, admettons, mais qu'il a du matos moyen, un moulin bof, une machine à café pas terrible, bon, bah, il va essayer de faire comme il peut pour sortir un bon café. Donc c'est toute une question de détails et d'étapes dans l'élaboration de ton café. Et de budgétisation aussi. Et de budgétisation. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir moins de dépenses allouées au local parce que ton local sera plus petit, que tu vas pouvoir éventuellement redistribuer sur une machine plus performante. Mais il y a autre chose que je voulais aborder également, c'est le fait de ta clientèle. Ta clientèle va être également différente. Elle va être un peu plus limitée. Parce qu'après ça, il faut l'accepter, c'est que le café de spécialité, ça plaît pas à tout le monde. Ouais, mais surtout qu'en France, ça commence à se développer doucement. Parce qu'en France, on est assez conservateur, on n'aime pas trop le changement. Je dis ça par rapport à l'analogie qu'on peut faire avec le vin nature. Le vin nature et le vin classique, admettons. La première fois qu'on boit du vin nature, on trouve ça pas bon. Ce qui est normal, parce que les palettes aromatiques sont vraiment différentes. Et le café de spécialité, c'est un peu pareil.
mince, le café que je bois, ça a vraiment un goût différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de boire. Ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que la première fois je me suis rendu dans un coffee shop et que j'ai pris un espresso, j'ai bu l'expresso et je me suis dit, ouais, mais c'est pas un café qui m'a servi. En fait, c'est pas l'image du café que j'avais, du café de et est-ce qu'on pouvais avoir. est-ce qu'on trouve que c'est bon ou mauvais? Bah, c'est difficile à dire au début. Mais t'es pas habitué, t'es voilà. surpris. On dit, bon, je suis surpris, mais je sais pas si j'aime ou je n'aime pas. Ouais. Et après, bon, il y a une certaine pédagogie à amener derrière, on essaie de faire comprendre que oui, c'est différent, que notre palais n'est pas habitué à ce goût-là, mais que le café, bah, au final, ça devrait avoir ce goût-là. Et après, donc, avoir une clientèle qui soit vraiment intéressée par le specialty coffee, en France, c'est pas tous les jours évident. Ouais. C'est bon, comme je disais, on est un peu conservateur, on n'aime pas trop le changement. Et ensuite, on ajoute ça au fait que les entrepreneurs qui ont ouvert des specialty coffee depuis les 6 dernières années, admettons, bah, on est quand même jeunes. Ouais. Et donc, des personnes qui se disent, bon, bah, ce gars-là, ce jeune avec une casquette et une barbe me dit que ce que je bois depuis depuis 45 ans, bah, c'est moyen, c'est pas bon. Ouais. Et ce que je devrais boire, c'est ce qui me sert dans l'assiette, dans sa tasse. Et ce qui me sert dans la tasse, bah, moi, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Donc, est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que j'accepte ce qu'il me dit, ses préconisations? Ou est-ce que alors je me referme et je me dis que c'est pourri et j'y reviendrai plus jamais? Ouais. C'est tout un apprentissage de ta clientèle également à faire. C'est ça, c'est. Voilà, tel café que tu buvais avant n'est pas forcément mauvais, mais c'est vrai que le café de spécialité, on va dire, c'est une gamme au-dessus. C'est différent. Voilà, on peut pas dire que le café. Après, c'est tellement personnel le café. Ouais. Qu'on ne peut pas braquer les personnes en leur disant voilà, ce que tu buvais avant, c'est pourri. Moi, ce que je fais, c'est génial, c'est la meilleure façon de faire. Mon café, je l'achète une centaine d'euros le kilo. Bah, c'est pour ça qu'il est très bon. Bah, je pense que c'est la meilleure manière de braquer les gens. Mais ouais, mais ça marche pas comme ça. Ouais. C'est qu'effectivement, moi, j'ai plein de clients qui me disent que le café, les espressos qu'ils prennent en Italie sont excellents. Moi, je n'aime pas. Après, c'est qu'une question de. Enfin, je veux dire, il y a une question, de goût, il y a une question de culture, il y a une question de contexte. Et la notion de contexte, elle est hyper importante lorsqu'on prend un café parce qu'il y a une expérience, comme je le disais, il y a une atmosphère. Je sais pas, on prend un café à Rome sur une place et bah, le contexte est génial. Ouais. Donc forcément, le café, on va le trouver un peu meilleur. Tu as tout l'esprit qui va aller avec. C'est ça, et ça va rendre ton café meilleur. Et c'est ce que nous, on essaye de rendre aussi. Créer une atmosphère, créer un contexte. C'est créer une expérience. Si on parle en termes de marketing, on peut vraiment dire que c'est du marketing expérientiel. Ouais. C'est un petit peu comme la Madeleine de Proust en fait. Tu arrives, tu manges la Madeleine, comme tu bois le café, tu as tout l'environnement qui va s'allier, les différents sens qui vont être concentrés dans ta tasse de café. C'est ça. Et du coup, simplement axer notre pédagogie sur ce qu'il y a dans la tasse, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est un peu limité. Ouais. Et c'est là qu'on va perdre un peu des clients. Bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça, il faut l'accepter. C'est hyper important lorsqu'on souhaite ouvrir un café, disons, bah, oui, bah, je vais peut-être pas plaire à Pierre, Paul ou Jacques, peu importe, mais je vais plaire à quelqu'un d'autre. Bah, tu auras toujours cette différence, enfin, à partir du moment où, comment dire, ton établissement marche, tu auras toujours un moment où il y a des personnes qui n'aimeront pas et des personnes qui aiment. Je pense qu'à partir de tout business qui est viable, tu auras toujours des personnes qui t'apprécieront, qui apprécieront ton café, et l'inverse. C'est ce qui fait, c'est un dénominateur qui fait que ta boutique marche aussi. Et qu'il y a une forte identité. Tout à fait. C'est que si on souhaite, on peut le faire. Si on souhaite faire quelque chose qui plaît à tout le monde, on le fait. Plaire, ouais. Bon, après, on plaira forcément pas à d'autres personnes, mais toucher par exemple, admettons un commerce qui est rue de la République à Lyon, donc c'est une très grande avenue commerçante. Bah là, on va avoir des commerces qui vont essayer de plaire à tout le monde pour capter le plus grand nombre de flux. C'est deux types de business models différents. C'est que nous, jeunes indépendants, on n'a pas les moyens d'être rue de l'arrêt. Et puis normalement, lorsqu'on monte une boîte, on monte pas ça parce que c'est fun et parce que c'est la mode, on monte un truc parce qu'on est passionné. Ouais. Donc forcément, lorsqu'on est passionné, on a envie de parler avec les gens, de transmettre un message. Donc, je redis le mot pédagogie, mais voilà, de tchatcher, de parler, d'expliquer ce qu'on fait. Donc forcément, on va prendre des petits locaux avec pas beaucoup de tables, avec un flux qui est quand même important parce qu'il faut qu'on puisse vivre. Ouais. Mais moi, jamais, je pense qu'on prendrait un local qui est rue de la République. On perdrait tout le côté indépendant, tout le côté échange, pédagogie, pourquoi Specialty Coffee, qu'est-ce que j'ai dans la tasse, etc. etc. Ouais, puis bon, les personnes sont souvent de passage, des touristes et qui veulent juste prendre un café, ça sera peut-être beaucoup moins, tu auras moins la relation de client que tu as derrière.
Et donc pour revenir donc à tout ce qui va être ouverture d'un coffee shop, quelles sont les, on va dire voilà, j'ai décidé d'ouvrir un coffee shop, quelles vont être les premières étapes, les premières actions à mettre en place et qu'est-ce que ça va inclure d'ouvrir un coffee shop, donc en termes donc déjà de trouver le local, tout ce qui va être finance, tout ce qui va être éventuellement le statut juridique. Et puis l'ameublement, on en a déjà un petit peu parlé. Et puis la communication, parce que c'est bien d'avoir un coffee, de l'ouvrir, mais si personne n'est au courant que tu as un café qui est ouvert, c'est déjà moins évident. Ouais. Donc par rapport à tout ça, je pense que la première chose qu'il faudrait avoir, c'est le déclic. Ouais. Se dire, bon, j'ai envie de monter un coffee, voilà, j'ai X expérience, j'ai voyagé, blablabla, j'ai déjà bossé dans tel domaine, dans la resto, peu importe. Mais c'est de se dire, bah vas-y, je me lance. Et dire, ça y est, j'ai plus de parachute, et je vais mettre ma vie de côté, ma vie personnelle de côté pendant 10 ans, et je vais avoir un salaire qui va être ce qu'il est, qui va être de 500 balles, qui peut aller peut-être à 1005 balles, mais qui va varier. Ma vie de famille, ma vie perso, forcément, elle va en pâtir. Parce que c'est intéressant que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'on a l'image du créateur d'entreprise, de l'entrepreneur, où toute la vie, tout est beau, tout est rose, un petit peu en mode bisounours. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, moi-même je le vois de mon côté, parce que dans tout ce qui va être web entrepreneuriat, tu as quand même t'as pas mal d'inconvénients, tu fais des sacrifices sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand tu arrives, tu prends ton café, ça a l'air cool comme ça, mais tu as que 10% de la vie du mec qui est derrière le bar, qui est derrière le comptoir. Et tu as les 90 autres pourcents qui sont tous les inconvénients ou tous les sacrifices qu'il a pu faire. Et ça, c'est vrai que quand on se lance dans un projet, on n'a pas forcément cette image-là. Et c'est intéressant de le mettre en avant parce que, ok, tu veux monter un coffee shop, ok, tu veux devenir barista, mais ok, tu as tous les avantages, mais regarde, tu as tout le paquet d'inconvénients. Est-ce que tu es prêt à prendre tous les inconvénients également? C'est ça. Après, je pense qu'on peut extrapoler le fait d'entreprendre d'un point de vue général. C'est que je pense véritablement que c'est quelque chose d'égoïste. On le fait pour nous. On le fait pas pour notre famille, on le fait pas pour notre femme, on le fait pas pour nos enfants, on le fait pour nous, notre conjoint, nos potes, etc. Ils n'ont pas choisi de monter une boîte. Tout à fait. Eux, ils vont en subir les conséquences de notre vie, nos sacrifices, mais par contre, ils l'ont pas choisi. Et ça, moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est quelque chose d'important. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, qu'on se dit, vas-y, let's go, on accepte que pendant 5, 10 ans, peut-être même plus, on fait une parenthèse. Bon, bien sûr, on va développer quand même pas mal de choses d'un point de vue personnel, mais notre vie, admettons, on a été salarié, notre vie de salarié, on va pas la retrouver tout de suite. Peut-être qu'on la retrouvera jamais, peut-être qu'on la retrouvera un jour, mais la sécurité et le luxe d'être salarié, c'est fini. Oui, voilà, tu passes d'un monde à l'autre complètement. Totalement différent. Et ça, il faut l'accepter tout de suite. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête, il faut vraiment se préparer psychologiquement à se dire, ok, la vie que j'avais avant et la vie que je vais avoir n'a rien à voir. Il faut que j'ai entre guillemets les épaules solides pour pouvoir supporter la transition. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que c'est ça quand mettons sur un papier, on met les pour et contre de créer une boîte, et ça, on va se dire, je vais pouvoir le surmonter, ou ça me fait peur. Mais alors du coup, si ça me fait peur, mais je veux quand même le faire, c'est surmonter cette peur. Et là, on a le déclic, vas-y, on y va. Et dans ce cas-là, après, on entame toutes les démarches de création d'entreprise. Donc, choisir quel statut juridique on va donner à sa boîte. Est-ce que alors le statut juridique va dépendre en fonction de quoi? En fonction du chiffre d'affaires que tu penses faire, en fonction du type de coffee shop que tu veux ouvrir, en fonction de... en fonction de tout ça et aussi de ton développement stratégique. Ça veut dire sur le court terme, moyen terme, long terme, où est-ce que tu veux emmener ta boîte? D'accord, c'est-à-dire est-ce que tu veux t'agrandir, est-ce que tu veux rester être seul, est-ce que tu veux faire rentrer des associés? Donc du coup, forcément, là, ton statut, il va changer. D'accord. Est-ce que tu souhaites développer une franchise? Est-ce que... Donc voilà, tu vas essayer de penser à ça, même si je prends une petite parenthèse, on peut créer plusieurs boîtes. On peut créer plusieurs boîtes, créer que des EURL. D'accord. Que des entreprises unipersonnelles. On peut. Et admettons qu'après, au bout de 10 EURL, on crée une holding qui va gérer. D'accord. Après, ça vient de l'optimisation. Je pense. Après, il y a l'optimisation fiscale derrière, etc. Mais là, c'est un peu trop poussé. Mais c'est quand même intéressant au début de se dire où est-ce que je vais aller. D'accord. Donc, ça, tu as sûrement des personnes qui t'aident justement à t'orienter dans ces choix-là. Tu as peut-être été à la CCI. Il y a la CCI, pour le coup, non. Moi, j'y suis pas allé, mais j'ai eu plus un bon relationnel avec mon avocate et mon expert comptable. D'accord. On parlait librement, on se disait où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans. Et après, le choix, c'est aussi fait que
Et voilà, est-ce que je veux rester seul ou est-ce que je vais être avec quelqu'un? Donc c'est intéressant de t'entourer de personnes qui vont pouvoir te donner un avis extérieur. C'est voilà, t'orienter. C'est primordial, c'est que tu as tout le temps la tête dans le guidon. Au début, lorsque tu es dans la création, tu penses qu'à ça. Ouais. Tu vas monter ton business, trouver les prêts, trouver les locaux, est-ce que ce local y va, est-ce que j'irai vers cette banque, est-ce que je choisis cette machine. Donc tu es focus que sur ça. Ouais. Et une fois que tu es en exploitation, tu es focus sur ta gestion d'entreprise. Donc si tu n'as pas quelqu'un, ça peut être une personne de ta famille, ça peut être ta mère, ton père, peu importe, mais tu n'as pas quelqu'un qui va dire ouais écoute Thomas, vas-y on fait un point, on se pose, prends 2 heures et on parle. Ouais, mais je pense que ça c'est vraiment important. Je vois même dans l'entrepreneuriat en règle générale. On peut extrapoler d'un point de vue global. Dire, à un moment, je sors la tête du guidon, je me remets un peu en mode pas manager, mais chef de projet. Je vois un petit peu où je veux aller, où j'en suis allé pour faire le point, parce que des fois tu vas dans une direction sans t'en rendre compte dans laquelle tu vas. Tu penses que c'est la bonne. Je pense que c'est la bonne, et avec un peu de recul, tu fais ah ouais, mais là il y a un mur qui va arriver en face, mais il vaut que je tourne un petit peu, que je vire un peu à droite pour pouvoir anticiper. Je pense que c'est également un projet qui entre l'image que tu vas avoir au départ et l'évolution de ton projet, mais entre l'image de départ et ce qui va arriver à terme, ça va être différent. Tu vas quand même avoir des nuances. Ouais. Et c'est ce que moi je trouve le plus compliqué et important d'entreprendre, et ce que je considère nécessaire pour être un bon entrepreneur, c'est qu'il faut toujours penser à demain. Ouais. Toujours se dire que, ok, aujourd'hui j'ai fait ça, hier j'ai fait autre chose, mais demain, qu'est-ce que je vais faire? Et il faut toujours que demain, ça soit mieux qu'aujourd'hui et mieux qu'hier. D'accord, ouais. Et ça, c'est une remise en question non-stop, permanente. Ouais. Et surtout dans un marché qui est un peu concurrentiel comme de la restauration, café ou restaurant, peu importe, c'est comment je vais faire pour que mon café, il dure, et que les gens ne se lassent pas. Ouais, c'est de te renouveler toi sans cesse, tout le temps. Ce que la clientèle peut rechercher, de voir comment tu peux t'améliorer, d'être toujours en phase avec ce que les personnes vont rechercher. Ouais, c'est ça, et sans perdre ton identité. Admettons que tu vas, je sais pas, tu vas voir un truc, tu vas voir une nouvelle tendance, tu vas dire tiens, il y a plein de gens qui aiment, je sais pas, peu importe, manger, on va dire, je sais pas, des cafés, des cocktails à base des cafés avec de la banane, on s'en fout. Et tu vas dire, mais si je fais ça, mais c'est pas ton identité, tu vois. Et donc, comme on dit, tu vas foncer vers quelque chose qui ne correspond pas, juste pour surfer sur une tendance, mais tu vas te casser la gueule, parce que c'est pas toi. Oui, parce que c'est pas toi, et puis la clientèle qui est peut-être habituée à ce que tu fais va peut-être pas se Elle va pas comprendre également. C'est ça. Et donc voilà, se remettre en question non-stop, c'est le facteur clé de succès d'une entreprise. D'accord. Donc retenez bien, se remettre en question non-stop, hyper important. Pas arrêter. Bon, merci pour toutes ces précisions. Je pense que ça va vraiment permettre aux abonnés qui nous regardent de pouvoir déjà se faire une idée un peu plus claire de ce qu'est un projet d'ouvrir un coffee shop. Donc, qu'est-ce que je voulais te demander, quelle avait été ta plus grosse galère? Tu en avais parlé, il me semble, la fois dernière avant de faire l'interview. Quand tu as ouvert ton coffee shop, quelle a été la plus grosse galère et comment tu l'as gérée en fait? On va dire en phase de création, la plus grosse galère, ça restera toujours la recherche de prêts. Ouais. La recherche de fonds. À part si on a les finances nécessaires pour financer de A à Z une entreprise. Ouais. C'est cool, c'est rare. Et donc du coup, on a besoin d'une banque. Tout à fait. Et pour réussir à avoir de l'argent via une banque, il faut montrer patte blanche. Ouais. Et c'est un truc assez fat et c'est un facteur de stress fort parce que c'est ce qui dépend la réussite. C'est on-off. C'est exactement. Si on dit non, la porte est fermée. Il n'y a pas de négociation. Non, c'est non, c'est non. C'est terminé. Du coup, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai pas. J'ai fait préparer le dossier, mais j'ai pas eu beaucoup de refus. Ouais. Mais à chaque fois qu'on dépose un dossier, qu'on fait un entretien, il y a un gros facteur de stress. Ouais, t'arrives, tu fais pas le malin, quoi. Tu fais pas le malin, et après t'attends, tu fais vas-y, il m'avait dit dans 15 jours, et là ça fait 20 jours, je suis pas bien, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Et donc ça, c'était compliqué. Ouais, donc savoir prendre son mal en patience, et de se dire. Puis d'attendre, quoi. C'est comme parce qu'on attend les résultats du bac, mais on n'est pas bien, quoi. Ton avenir dépend de cette décision. Exactement. Et forcément, la décision tarde à venir, donc forcément. Ouais, et puis on a tellement amené de choses en amont avant simplement de déclencher le prêt, qu'on se dit si on me dit non, j'aurais fait tout ça pour rien.
Ouais. Bon, après, rien, non, parce qu'on peut toujours aller prend de rebondir. l'expérience et puis tu peux toujours C'est aller ça, voir mais ça mettrait un gros coup au moral. Ouais. Et je pense pour rebondir, ça prendrait un petit peu de temps. Donc s'attendre à avoir quand même de s'en prendre un petit peu dans la gueule au fur et à mesure de son Ouais, projet. bah forcément. De ne pas abandonner, c'est surtout Parce ça. que nous, notre projet, pour nous, il est génial, mais pour quelqu'un d'autre, bah, oui. c'est peut-être une bulle qui va péter, c'est moyen. Donc voilà, ça, c'était assez compliqué. Après, en exploitation, bah, il y a toujours les galères. J'ai eu un dégât des eaux dans les toilettes, j'étais obligé de fermer un jour. T'arrives le matin, t'as de l'eau dans ton shop, t'as 5 cm, tu fais bon, ça va être compliqué, je l'accepte. T'as des salariés qui viennent et au final qui vont pas bosser. Bon voilà, t'as toujours un système, t'as toujours tes assurances, mais bon, ça fait mal. Tu vois, c'est tous les inconvénients d'un chef d'entreprise. Il y a une couille, t'es pas salarié, donc c'est à toi de gérer, c'est à toi d'aller de l'avant en fait. Ok, t'as une galère, bon, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça se résolve le plus rapidement possible. Et puis surtout, c'est comme le Puzzle 1 et Puzzle 2, c'est vraiment des cafés de quartier où on se connaît tous, c'est un lieu de vie. Tes clients, ils voient la porte fermée, ils disent pourquoi il est fermé? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on a personnalisé vraiment l'entreprise. Moi, je trouve ça important de casser le côté entreprise, il n'y a personne derrière. Non, il y a des gens derrière. Ils me connaissent, mon staff. Et du coup, ils disent tiens, pourquoi il a fermé? Il est en vacances. Tu vois, ils déconnent. Il faut il est en vacances, machin. Et après, ils vont peut-être aller boire leur café ailleurs. Et du coup, tu te dis mais s'il va boire son café ailleurs, peut-être qu'il va l'aimer, peut-être qu'il va plus venir vers moi. Et sûrement pas, parce que si c'est des clients fidèles, ils sont pas fidèles pour rien. Mais du coup, tu te poses toujours ces questions. Tu te dis j'ai un dégât des eaux, je ferme un jour. Il y a Pierre, il va aller boire son café ailleurs, il va pas revenir. Et puis tu commences à te faire tu cogites, et après t'en peux plus quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Tu conseilles de faire des cours de yoga à côté pour te détendre. Du sport. Un bon petit punching ball ou faire X kilomètres en course à pied, en vélo. La question de se vider la tête. Exactement. Et de penser à autre chose. Et en plein air. Pas en salle de sport. La salle de sport, c'est pas bien. Je suis d'accord pour ça. Donc, écoute, deuxième shop d'ouvert, donc déjà, félicitations, c'était quand même pas mal au niveau projet. Donc, je pense que tu as dû cumuler quand même pas mal d'expérience. Donc, est-ce que tu aurais quelqu'un qui nous regarde, qui est en train de se dire j'ai envie de monter un coffee shop, l'interview m'a beaucoup plu, ça m'a motivé encore plus. Quel conseil tu pourrais donner à cette personne, de dire tu veux monter ton coffee shop, ce conseil-là pour pouvoir aller de l'avant? Je pense que c'est vraiment savoir ce que l'on veut faire. Vers quel axe s'orienter. Pas se tromper, pas se dire tiens, je vais aller vers cet axe, je vais, je sais pas, admettons, faire restauration et café de spécialité. Et je vais dire au final, ça va pas, ça marche pas, j'arrête, je change, je retourne que restauration, je retourne que la partie café. Et ça, selon moi, c'est compliqué parce qu'on va un peu brouiller le message qu'on veut donner à ses clients. C'est alors que si on ouvre avec quelque chose, lorsqu'on entre, on sait où on est, on sait ce qu'on va avoir et on est content de ce qu'on va avoir, là, je pense qu'on va fidéliser la clientèle assez facilement. C'est que on va dire Thomas, il a bossé dans le café, il est passionné par le café, il ouvre un café, une boîte qui est centrée sur le café. Ça, c'est facile à comprendre. C'est je le comprends. Il fait tout. Je parle à la troisième personne, j'ai l'impression d'être un là de long, je suis pas bien. Il fait tout pour faire en sorte que le meilleur café, chaque café soit le meilleur café possible. En gros, le puzzle café, c'est ça. Voilà, c'est ça. En termes d'identification, de communication, de diversification, le puzzle café, c'est identifiable, c'est café. Si on crée une boîte, on va dire la boîte, elle s'appelle Point, on s'en fout. On fait plein de choses dedans. Parce que, comme on disait au début, on veut attirer le plus de monde possible, le plus de flux possible, faire le plus d'argent possible. Après, on va se dire, tiens, je vais aller chez Point, mais j'y vais pourquoi? J'y vais pour la food, j'y vais pour le café, j'y vais pour le vin, j'y vais pour la musique, j'y vais parce que les gens sont cool. Je sais pas, parce que tous les serveurs prennent des Stan Smith, moi je prends des Stan Smith, du coup, allez, j'y vais. C'est différent. Ça, tu le retrouves beaucoup dans les créateurs d'entreprises. Je vois même dans le web entrepreneuriat.
tu as beaucoup de personnes qui se veulent lancent tout sur faire. le web et qui font de tout. Ouais. Et c'est vrai qu'en faisant de tout, tu fais finalement On fait rien. de rien. Tu as un peu de ça, mais tu n'es pas spécialisé sur quelque chose. Et une personne qui va venir, alors en l'occurrence sur ta chaîne YouTube ou dans ton café, va se dire c'est un café comme un autre. Il n'y aura pas à le dire tiens c'est le café de Thomas qui c'est ça. C'est qu'en plus il y a beaucoup de cafés qui sortent en ce moment parce que c'est le trend du moment. Il y a eu le trend des sushis, il y a eu le trend des burgers, il y a eu le trend des caves à vin, il y a eu le trend des coffee shops, trend des brunch, enfin des endroits où prendre le petit déj. Ouais. Donc ça c'est une tendance. Donc on se dit c'est une tendance, il y a un marché, il y a une demande. Enfin il y a de l'offre pardon. Il y a une demande, donc du coup moi j'ai proposé une offre. Mais par contre si tu proposes une offre comme tout le monde, tu sortiras pas du lot. Tu sortiras pas du lot, tu vas vivoter, est-ce que toi tu vas être content? Tu vas dire ok cool, je fais du café, mais je fais du café comme tout le monde. Mais est-ce que toi t'es content? Non. Bon, t'as créé ta boîte, t'es fier de toi, c'est bien. Mais est-ce que tu veux pas aller plus loin? Ouais. Tu vas pousser ton concept vraiment quelque part. Mettre de ta personne dans ton coffee shop. C'est que ton café avec ton identité, ta personnalité que tu apportes. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont aimer, qui vont être tes clients fidèles. Et puis il y a des personnes qui seront de passage parce qu'elles ont vu le café. Et puis tu as des personnes qui t'aimeront pas parce que tu es comme ça. C'est comme ça. C'est la vie. Ouais, c'est ça. C'est que je sais pas, admettons, on souhaite monter un café avec, je sais pas, une galerie d'art ou avec un système de brocante. Ça peut être génial, mais il faut le pousser jusqu'au bout. Ouais. Il n'y a pas une partie qui va être délaissée par rapport à une autre, ce qui va être hyper compliqué en termes de gestion, personnelle et puis d'organisation, je pense. Mais par contre, c'est génial si tout est poussé jusqu'au bout, tu vois. Ouais, c'est vraiment de persévérer, donc jusqu'au bout, tu as ton idée et tu vas vraiment pousser le concept au maximum. Mais d'essayer de trouver quelque chose. Tu vas pas te se dire, vas-y, je monte un coffee, tout le monde monte des coffees, c'est génial. Donc ça demande sûrement un bon brainstorming. Donc je pense que vous avez, j'espère que vous avez de côté le crayon et puis la feuille A4. Et puis je pense que là, ce soir ou demain, vous allez gratter du papier. Parce que je pense qu'il faut en parler à beaucoup de monde. De bien définir, de confronter ton idée à des personnes qui seraient susceptibles d'être tes clients. Parce que j'avais justement, c'était quoi cette expérience? C'était, tu avais un produit à vendre, tu allais voir des personnes et de demander est-ce que ce produit-là, tu aimerais l'acheter? Et tu as beaucoup de personnes qui disent oui. Et si tu dis, c'est à tel prix, est-ce que tu peux me l'acheter maintenant? Et le fait d'avoir un engagement en termes de prix et de l'avoir acheté maintenant, tu as beaucoup entre le nombre de personnes qui t'a dit oui juste pour te faire plaisir qui est tout de suite là, et les personnes qui te disent maintenant il faut que je l'ai dans le portefeuille, ton pourcentage de personnes qui vont l'acheter se réduit significativement. Donc de vraiment tester vraiment à des personnes qui sont susceptibles d'être tes clients, qui vont peut-être te faire des critiques positives, négatives, qui vont dire oui, qui vont te dire non. Mais au moins ça te permet de te forger, de tester ton idée pour de vrai. Et surtout c'est accepter quelqu'un nous dise non. Enfin nous dise non, fais pas ça, non je pense plus. Dirige-toi vers quelque chose d'autre. Et ça, lorsqu'on est créateur, on a un ego qui va commencer à devenir surdimensionné et ça fait du bien d'entendre non, mais c'est pas facile à accepter non plus. Tout à fait. Mais il faut l'accepter, sinon après c'est personnel, je pense qu'on végète. Oui, on vivote. C'est bien en fait, c'est toujours la nuance et le degré entre la persévérance et l'entêtement. C'est de savoir à quel moment on se situe, à quel moment on franchit le pas dans l'entêtement et en fait et je pense que c'est l'expérience qui t'apporte ça après au final. Puis le cercle, enfin les amis, les clients, tout ça, eux vont aussi t'apporter ça. De pas se renfermer sur les retours qu'on pourrait avoir, les prendre en considération et puis voir si tu as la même remarque qui revient 10 fois sur 10 personnes, tu dis peut-être qu'il faut y a un truc bien qu'il faut que je la prenne en compte. Et même si ça te fait chier de le faire, je sais pas, admettons que tu as un resto de viande, tu te rends compte que tu es dans un quartier au final où tu as 80% des gens qui sont végétariens, on va dire non, Pierre, ça va pas, mais tu t'es trompé. Et toi tu dis non, je vais faire mon resto de viande, ça marche. Non, il faut te remettre en question si tu veux que ça dure quoi. Si tu veux que ça dure. La mascotte est revenue. Ça y est. Bon écoute, en tout cas je te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Super interview, je pense que les personnes vont avoir vraiment de quoi gratter, je pense, ce soir ou demain. Une dernière question, c'est quoi ton café préféré? En termes d'origine En termes de technique d'extraction. Moi c'est plus espresso. Espresso? Ouais. Et alors café maintenant? Café, je pense que ça va être un Afrique. Ça va plutôt Éthiopie ou Kenya. Ouais. Quelque chose fruité, de fruité, acidulé.
assez complexe. On va dire que ce qui va apporter, c'est vraiment une expérience. Ça peut péter dans la bouche, mais du moins, waouh, il y a un truc qui se passe, quoi. Et ça j'aime bien. Après, il faut que ça soit bien fait. Et vraiment, on s'efforce de le faire. Ok, bon, on compte sur toi dans tous les cas pour bien le faire. Écoute, je te remercie. Bonne continuation à toi. Et puis, quant à nous, on va se retrouver dans de nouvelles vidéos, toujours avec des personnes d'expérience, pour vous parler un petit peu de comment devenir barista, comment ouvrir un coffee shop. Et puis, nous, on se retrouve juste après dans la suite de la vidéo. À tout de suite. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tous les conseils qu'on aura partagés avec toi pourront t'aider à ouvrir ton prochain coffee shop. Si tu as des questions, tu as l'espace des commentaires directement en dessous de la vidéo, donc tu peux poser ta question, on y répondra avec grand plaisir. Et bien sûr, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à nous lâcher un gros pouce bleu. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.